On va peut-être plus vite, tout seul, ça c'est encore une autre expression, mais ensemble on va plus loin donc voilà. Imagine un monde où les femmes occupent les plus hautes sphères du pouvoir sans que cela ne soit une exception. Bienvenue dans Beyond the Role, le podcast qui lève le voile des coulisses de ce fameux monde. Dans chaque épisode, nous te proposons des rencontres intimes où l'on décrypte les codes du leadership en tant que femme. Que tu sois une femme en quête d'inspiration, un homme souhaitant devenir un allié plus engagé ou simplement curieux de découvrir de nouvelles perspectives, prépare-toi désormais à être inspiré, à repousser tes propres limites et à recevoir des conseils précieux. Abonne-toi pour ne manquer aucun épisode et partage ce podcast avec tes proches. Maintenant, installe-toi confortablement, prends ton thé ou ton café et plongeons ensemble dans une discussion riche et inspirante. Bienvenue dans Beyond the Role. Aujourd'hui, on a avec nous Anne-Claire Cornet qui vient tout juste de partir de Dailymotion mais qui était Head of du département International. Elle est également board member de The Women in Programmatic Network dans cette association dans laquelle on s'est rencontrés d'ailleurs. Merci infiniment d'être avec nous Anne-Claire. Merci beaucoup Margot Ilona de me recevoir aujourd'hui. Je suis très contente de pouvoir faire ce podcast avec toi. De même, je sais à quel point tu vas nous partager plein d'insights et plein d'informations hyper intéressantes et hyper passionnantes autour du leadership. Je sais que j'ai déjà pas mal discuté avec toi en off, donc je sais à quel point tu vas partager des choses incroyables. En tout cas, je voulais te poser la première question que je pose à tout le monde. Quelle est ta propre définition du leadership ? Très bonne question. Le leadership pour moi, je vais juste prendre quelques secondes pour réfléchir, m'assurer que je dise des choses correctes. C'est comme ça que je le vois. Pour moi, c'est de la bienveillance et de l'altruisme aussi. C'est l'envie de faire réussir des gens autour de nous. Pour moi, ça, c'est démontrer un vrai leadership. Altruisme. C'est pas quelque chose qui est revenu souvent sous ce mot-là, mais je trouve que ce mot, en tout cas, il montre aussi que le leader, en fait, c'est pas forcément la seule personne qui va guider la totalité des choses. On a besoin des autres. Je sais plus qui disait ça, mais il y avait quelqu'un qui disait il y a pas de leader sans follower. Je sais plus qui disait ça, mais il y a vraiment cette idée que on peut pas être leader tout seul. Et donc c'est un peu ça la notion d'altruisme. Je trouve ça résonne pas mal, je trouve. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Enfin, il n'y a pas de leader sans équipe. Quand on réussit en tant que leader, on va peut-être plus vite tout seul. Ça, c'est encore une autre expression, mais ensemble, on va plus loin. Donc voilà, je pense que ça résume bien la chose. Quelle est ta propre définition de l'ambition cette fois-ci ? De l'ambition. Eh bien, pour moi, l'ambition, c'est encore une très bonne question. J'aurais dû bachoter un petit peu avant. À chaud, c'est une succession d'objectifs, selon moi, l'ambition. Hem, Parce qu'elle est mouvante, et on la met à jour, tout au long de sa vie, je pense, l'ambition, puisque mon ambition, d'il y a quelques années n'est plus du tout la même que celle d'aujourd'hui. Oui, et ce qui revient souvent, c'est cette idée que l'ambition, elle est pas que professionnelle. Et dans le mouvement dont tu parles, c'est un peu ça aussi, hein. L'ambition, elle touche à plein de domaines de vie. Et quand tu dis qu'elle est mouvante, je trouve que c'est un point assez intéressant quand on essaie de se questionner aussi sur quelle est notre ambition personnelle et quelle est l'ambition de l'entreprise dans laquelle on est. Ça nous permet de nous questionner aussi un petit peu sur l'évolution qu'on a envie qu'elle ait quand tu dis qu'elle est mouvante. Enfin, qu'elle est mouvante. Tu vois, de se dire, bah, aujourd'hui, j'ai telle ambition, mais est-ce que cette ambition, quand j'aurai atteint telle ou telle chose, elle sera toujours la même, hein, tu vois? Ouais, je suis d'accord avec toi et c'est vrai que ayant eu une ambition particulière quand j'étais plus jeune, c'est vrai que quand je suis arrivée à cet objectif là, je me suis retrouvée avec plein de questions en me disant: «Mais qu'est-ce que je fais après?» Mais ouais, c'est une définition de nouveaux objectifs, mais vraiment basés sur ce qui t'anime. Enfin, après, je parle de l'ambition personnelle, bien sûr, mais les choses qui m'animent aujourd'hui et du coup, vers quoi j'aspire, quoi. Justement, est-ce que tu as
peut-être un vécu dans lequel tu as pu te rendre compte d'une ambition nouvelle, tu as peut-être été chercher une autre ambition. Est-ce que justement le fait de faire partie du board de l'association The Women in Programmatic Network, ça fait aussi partie d'une ambition particulière que tu as? Effectivement, bah, écoute, j'ai peut-être 2 histoires, à partager. La première, c'était ma vie, je vais dire ma vie d'avant. Hem, ma vie d'avant quand, voilà, ça faisait déjà, 5-6 ans que je travaillais et là, mon ambition était de toujours aller, plus vite, de monter plus haut, de gravir les échelons, arriver à un certain titre et puis gagner toujours, plus d'argent. Pour moi, c'était corrélé aussi à mon envie, et à cette ambition, pardon, de succès. C'est comme ça que je le voyais et puis je suis devenue maman et là, voilà, le curseur a un petit peu changé, les priorités ont été, redéfinies et même si, voilà, je garde, en tête que j'ai quand même une certaine ambition, au travail et je prétends à des postes, en particulier, disons qu'en fait, la motivation que j'ai pour aller chercher ce titre-là, elle est drivée un peu différemment et ça m'amène justement à The Women in Programmatic Network. Hem, je pense que d'ailleurs, le fait de devenir maman, ça m'a un peu, aidée à me lancer dans une aventure associative qui défend des valeurs, que j'ai envie d'incarner et qui pour moi sont fortes. C'est-à-dire, cette association, elle va, aider les femmes de l'industrie du digital, du média programmatique en général, hem, à être mieux représentées. On leur donne des clés pour, avoir confiance en elles, qu'elles aient envie de prendre la parole, et on d'ailleurs, on fait venir aussi des hommes, hein, pour qu'ils se joignent, à cette j'ai pas envie de dire que c'est une cause, juste qu'on soit tous ensemble alignés sur, le fait que, les hommes et les femmes dans notre industrie doivent être représentés à part égale et hem et en fait, ouais, mon envie de montrer, ces valeurs et de dire à ma fille: «En fait, on avait besoin d'une association comme celle-ci, parce que les femmes sont sous-représentées, parce que les femmes ont toujours, un manque de confiance en elles», ce qui est quand même, toujours fou, à entendre, même s'il y a beaucoup de choses qui changent. Cette association, on en a toujours besoin et oui et donc c'est pour ça que j'ai rejoint cette asso aussi pour, que ma fille, quand elle grandira, bah, elle verra que sa maman s'est investie de cette mission, de vouloir un peu changer les choses. Je sais que grâce à l'association, on a réussi à changer, c'est pas la vie, mais on a réussi à bouger des lignes dans la vie professionnelle d'une fille en particulier. Enfin, bien sûr, il y a d'autres j'espère en tout cas qu'il y a d'autres histoires et qu'il y en aura beaucoup plus, mais on l'a aidée à prendre, la parole en public. C'était la première fois qu'elle le faisait, c'était avec nous, parce que nous, on a des opportunités de les faire monter sur scène et de partager leur expertise. Et c'est vrai qu'avec les biais qu'on a en tant que femme, c'est difficile de se dire: «Tiens, je vais prendre la parole, je vais monter, sur scène». Là, on l'a fait dans un cadre très bienveillant. C'est un mot que je dis souvent. Et et cette fille, du coup, a pris la parole et depuis ce jour-là, elle a été, en tout cas, elle s'est proposée au sein de son entreprise pour prendre la parole sur beaucoup d'événements du marché et donc j'ai appris que récemment que nous, on a été, le propulseur et moi, je suis tellement fière de me dire que j'ai réussi à changer un peu, la vie de quelqu'un ah, qui n'aurait pas dû se poser des questions parce qu'elle est brillante, mais mais voilà, il lui manquait ce petit push et on a pu lui donner donc ouais, ça c'est vraiment génial. En tout cas, c'est super gratifiant pour moi. Ouais, ça fait quand on pour revenir un peu à l'ambition, ça fait aussi partie de pourquoi, j'imagine tu passes du temps et de l'énergie avec cette association. C'est pour ces résultats et pour ces impacts-là, sur le long terme. Tu as dit tout à l'heure que, la enfin, en tout cas, tu as parlé un petit peu de 2 thèmes, dans la notion d'ambition. Tu as aussi parlé de la notion de, motivation. Est-ce que pour toi, c'est des thèmes qui vont ensemble, qui sont en lien? Est-ce que tu vois un lien particulier ou pas du tout? Entre l'ambition et la motivation? Hem, oui, oui, je pense qu'ils sont corrélés.
Mais si on a une ambition sans motivation, ça reste. Je pense pas que ce soit. Il faut se donner les moyens derrière. Après, auquel cas, peut-être que ça s'appellerait juste un rêve, je sais pas. De dire, Peut-être. j'ai envie de marcher, enfin, j'ai l'ambition de marcher sur la Lune. Je pense que quelqu'un qui dit ça se donnera les moyens de le faire. Donc peut-être que la motivation, au final, elle est corrélée à l'ambition. Hmm. Ok, sinon c'est juste un rêve. T'as aussi parlé d'un thème moi, sur lequel j'aimerais beaucoup discuter parce que je pense que déjà c'est un thème qui peut être difficile. Je pense que c'est aussi un thème sur lequel on a beaucoup de tabous et je pense que c'est aussi un thème sur lequel on parle pas assez en tant que leader et pour justement parler, enfin gravir les échelons, etc. Pour gravir les échelons, etc. Je vais y arriver. Pour gravir les échelons, etc. On a besoin de ce thème-là. Ce thème, tu en as parlé tout à l'heure, je pense que tu en as parlé plutôt dans la partie peut-être personnelle, notamment peut-être autour du salaire, mais c'est la notion d'argent. Je pense que c'est un thème qui est bien plus large que le salaire et qui a un impact bien plus large dans nos carrières, notamment sur les budgets, les budgets qu'on va nous mettre à disposition pour faire grandir nos projets, pour faire grandir nos départements. Je sais que tu as lancé aussi un département chez Dailymotion, donc ça m'intéresserait aussi de savoir quel a été l'impact peut-être budgétaire au début, au démarrage d'un lancement, quelque chose peut-être sur lequel vous saviez pas si c'était si ça allait être une réussite ou pas, puisque c'était un lancement. Donc, est-ce qu'il y a des points sur lesquels tu as particulièrement appris autour de l'argent ou le budget de manière plus professionnelle autour de la direction d'un département? Oui, alors pour replonger un petit peu et puis donner du contexte, se replonger il y a quelques années quand j'ai lancé ce département international chez Dailymotion. Il faut savoir que ça faisait déjà 5 ans que j'étais chez Dailymotion, dans l'équipe européenne et j'étais basée à Paris et je suis venue un jour, auprès de mon manager avec une idée. Je lui ai dit: «On est à Paris, mon rôle est de proposer des stratégies de communication sur les supports médias de Dailymotion. Donc, une publicité de Glow Coaching, par exemple. Tu fais une vidéo et tu me dis que tu veux cibler une certaine catégorie de personnes. Tu vas pouvoir mettre ta vidéo sur du contenu de Dailymotion regardé par ces personnes-là que tu auras ciblées. Donc moi, je travaillais sur la partie Europe et j'ai dit à mon manager, je suis basée à Paris et il y a des super marques comme LVMH, comme Cartier, Dior, c'est des marques internationales et elles communiquent à l'international. Je suis basée à Paris, j'aimerais pouvoir aller les voir et leur dire que nous, on peut leur donner des solutions internationales. Donc en plus de ma petite casquette du développement européen, donc partout en dehors de la France, je suis allée voir un peu comment ça se passait. Donc je suis allée chercher des informations et en l'espace allez, 4-5 mois, j'ai réussi à décrocher une première campagne internationale. D'ailleurs, c'était avec Cartier. C'est assez fou parce que c'est une super marque, et j'ai dû me pincer plusieurs fois en me disant: «Mais j'ai vraiment réussi à les convaincre», enfin bon, il y avait quelque chose à aller chercher clairement avec, des campagnes internationales et donc du coup, non, ça a marché et c'est moi qui faisais ça en dehors de ma job desk. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que mon poste, ou ce département, je suis allée le chercher. Enfin, je l'ai montré. J'ai montré qu'il était là. J'ai montré qu'il y avait de l'argent à aller chercher. Donc évidemment, il y a pas eu qu'un seul succès. Ça a pris quelque temps, peut-être, 1 an et demi, 2 ans, où j'ai rajouté cette partie internationale, en plus de mon travail, quotidien sur, les pays, européens. Et puis au bout de 1 an et demi, 2 ans, c'est là que je suis tombée enceinte et pendant mon congé mat, mon boss m'a appelée, il m'a dit: «Anne-Claire, tu rentres de congé mat et tu montes ton département international». OK, donc il a fallu que et là, c'est là où je vais peut-être répondre à ta question sur la partie, budgétaire. J'ai
effectivement, j'ai beaucoup appris puisque c'est comme monter une petite entreprise dans une grande entreprise. Donc il a fallu construire son équipe. J'avais un budget pour recruter, les personnes, les membres de mon équipe. J'avais déjà, c'était une alternante qui s'est transformée en CDI, du coup, qui a pu, Mmh. continuer avec moi. J'ai recruté 2 personnes, en plus. Donc, on connaît les investissements, mais il va falloir voir le retour sur investissement et ça, c'est assez stressant parce qu'on se dit: «Est-ce qu'on fait les bons choix?» Voilà, c'est toujours, Comment est-ce que tu sais justement à ce moment-là? Je sais qu'on parle beaucoup, de pratico-pratique, le ROI ça se voit facilement sur, tu vois, un logiciel ou des choses comme ça. Comment est-ce que tu fais, justement quand tu dois créer ton équipe pour, savoir que tu as pris la bonne décision sur, de l'humain en fait, sur quelqu'un? J'imagine que tu t'épaules des RH certainement, mais toi personnellement, qu'est-ce que tu as mis en place pour le savoir? hem, bah, ce que j'ai regardé, il faut je pense que chacun des business, qu'on va monter aura ses spécificités. Je le connaissais sur le bout des doigts ce business puisque je l'ai géré toute seule, de bout en bout. Donc je connaissais le temps de conversion, d'un client. J'avais déjà, des listes et faut savoir que dans mon business, en tout cas sur ma partie et mon département, on mettait à peu près 6 mois enfin 6 mois, c'était le plus rapide que j'ai réussi à faire. Voilà, donc je savais que les 6 premiers mois, c'était un investissement quand je recrutais quelqu'un. Maintenant, du coup, il va falloir mesurer autre chose parce que si j'attends 6 mois et qu'au bout de 6 mois, je dis: «Ah bah mince, il y a rien», c'est compliqué. Donc on n'a pas envie de ça, on a envie de s'assurer, qu'il y a des éléments, clés, qu'il va falloir, regarder pour s'assurer qu'on est sur le bon chemin. Hem, Là, on est sur un département commercial, donc je suis obligée d'aller regarder, le nombre de contacts, le nombre de rendez-vous. Enfin, c'est des éléments, commerciaux qui sont très faciles à analyser, et à quantifier et voilà. C'est simple une simple, voilà, une partie à quantifier et de l'autre côté, il y a quelque chose qui me tient à cœur parce que, bah, je parlais de bienveillance, je parle ouais, d'altruisme. Moi, l'idée, c'est vraiment de faire avancer, mes équipes, les membres de mon équipe, mais c'est une équipe et pour moi, c'est important qu'il y ait une bonne entente, un soutien, que tout le monde puisse, s'entraider et surtout au lancement d'un département. On est obligé de faire des choses qui sont pas exactement écrites sur sa job desk et je suis pas en train de dire que j'ai envie qu'ils travaillent en dehors des horaires, pas du tout. Simplement qu'on aille tous vers ce même objectif. Et ça pour moi, c'était important. Quelqu'un qui la joue solo, ça va pas durer longtemps en fait. Donc je C'est préfère, un team player. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a aussi cette idée de, c'est marrant parce que tu l'as dit au tout début, tu as dit, chaque projet, a besoin de choses différentes et donc finalement pour savoir s'il y a un ROI derrière, ça dépendrait aussi du projet dans lequel tu recrutes, enfin dans lequel tu veux construire ton équipe. Et du coup, il y a un point intéressant dans ce que tu partages là aussi, c'est cette idée de, oui, il y a la partie, bien évidemment, pratico-pratique, les métriques, que ça soit un bon commercial avec les bonnes stats, mais finalement c'est pas le point unique et tu feras pas ton choix que sur ça parce que ça peut complètement gâcher un lancement de département si tu as des personnes qui sont pas team players, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, l'esprit d'équipe, est très, très important, pour réussir tous ensemble en fait et se soutenir. Surtout quand, enfin, il y a le département qui se crée, c'est tout nouveau et puis je recrute quelqu'un qui va s'occuper d'une partie du business, mais c'est pareil, c'est tout nouveau et en fait, il y a des choses qui vont, marcher mieux les unes que les autres en termes de business qui va fleurir derrière et c'est pas parce que tu as été recruté sur une partie du business qui, au final, n'est pas aussi, fructueux que celui de ton collègue, hein, que tu n'es pas à ta place, en fait. Par contre, il faut avoir cette ouverture d'esprit pour,
rester flexible, réajuster parfois ton poste et les autres qui soient là en support aussi, soit pour expliquer comment ils ont fait, pourquoi ça a fonctionné. Parfois, c'est pas du tout applicable sur la partie du business qu'on t'a confiée. Voilà, mais c'est juste que ensemble, en fait, si tu partages pas les learnings, si tu partages pas tes expériences, qu'elles soient bonnes ou alors qu'elles soient catastrophiques, il faut toutes les partager, en fait, selon moi, pour que ensemble, on arrive à construire quelque chose de solide. Et pour moi, fallait que je construise la base. Et la base, en tout cas, ça a très bien marché. Il fallait qu'elle soit solide. Et justement, Ouais. c'est quelque chose que tu as partagé pendant les entretiens, de dire bah là on a une fiche de poste, mais elle va évoluer. C'est pas, on n'est pas sûr à 100% que sur toute cette fiche de poste, toutes les tâches vont rester. Est-ce que c'est quelque chose que tu as partagé ou justement pas du tout et tu as fait un petit guess sur la personne? Non, non. Non, non, pas du tout. J'ai été, je pense que la transparence aussi, ça aide l'équipe à se sentir unie aussi. Enfin, je les ai, en fait, je leur ai aidé à voir ce que j'avais en tête. Je j'ai pas envie de passer pour une savante folle, mais une sorte d'idée folle avec un idéal de voilà en fait ce à quoi j'aspire. Et, et donc, oui, ce que j'imagine en tout cas pour cette prise de poste, parce que j'ai recruté quelqu'un, il y a une personne basée au Caire, une à Paris, et deux à Londres. Hmm. Les cultures sont différentes, les marchés sont différents, les façons de faire, les approches sont différentes. Donc voilà, j'ai expliqué, voilà ce que j'imagine en tout cas dans ton marché, dans ton pays, avec mes connaissances, mais les lignes vont bouger parce que toi, tu vas m'apporter ton expertise et le marché va aussi nous confronter à des choses qu'on n'aura peut-être pas vues. Donc voilà, je pense que la transparence, l'honnêteté, ça s'est passé voilà, très naturellement en tout cas. Et au contraire, je pense que ce sont même les membres de mon équipe qui parfois me demandaient de réajuster certaines choses parce que là ça fonctionne pas, plutôt que de perdre du temps à s'entêter vers je sais pas, un process ou un secteur d'activité en se disant si c'est là qu'il faut aller, si c'est là qu'il faut aller. Je pense que parfois il faut avoir cette ouverture d'esprit, surtout quand on lance un département comme j'ai fait. Il faut être flexible, il faut écouter, faut s'adapter. Et on l'a fait tous ensemble. Et justement là-dedans, au niveau de ta posture de leader, alors déjà, moi ça me questionne, une équipe du coup qui est, dans différents endroits. J'adorerais, connaître un petit peu, comment tu as, eu cette posture de leader sans avoir l'équipe en présentiel. Je sais que ça peut challenger certaines personnes qui nous écoutent de pas avoir l'équipe avec eux. Donc quels ont été tes outils? Comment tu as, formalisé peut-être, les échanges? Et ensuite, moi, il y a une question, ouais, qui m'est venue tout à l'heure quand tu parlais et que heu moi, je trouve cette partie passionnante. Comment est-ce que tu gardes ta posture quand toi, tu connais pas aussi bien que ceux qui sont en dessous? Peut-être le marché de Londres, par exemple, parce que toi, tu es sur le marché de Paris. Peut-être que tu connais pas aussi bien, je sais pas moi, les échanges avec les clients. Comment est-ce que tu gères cette partie-là et comment est-ce que ça ne n'entache pas ta posture de leader à ce moment-là? Ouais, c'est une bonne question. Je pense que je fais la même chose que toi, je pose énormément de questions. Je trouve et c'est pour ça que ma définition du leadership, elle est, enfin, je me suis toujours attachée vers, cette idée que pour moi, j'aurais réussi si mon équipe réussit. Enfin vraiment, c'était, quand je sais pas si je vais prendre la bonne décision, je me dis: «Mais est-ce que, il est dans une position où, il pourra être successful?» Ou elle, bien sûr. Donc je vois pas pourquoi c'est pas parce que je sais pas que je suis moins leader que quelqu'un d'autre. Merci, Je merci de pense le pas dire. non, mais tu la c'est pas la connaissance qui fait le leader, au contraire, enfin au contraire, faut quand même pas non plus exagérer, je connais, on va dire, les bases, de l'industrie, du métier. Je questionne énormément, j'ai questionné énormément l'équipe. J'ai fait appel à leur expertise. Je trouve ça, tout de même, gratifiant quand, il y a mon moi, si mon boss me pose la question,
je trouve ça gratifiant en fait qu'ils me demandent mon avis parce qu'on n'est pas juste des pions, on n'est pas là pour exécuter, on est aussi là pour apporter ouais, l'expérience terrain. Et c'est comme ça en tout cas que mon équipe l'a perçu. Euh, oui, donc moi je les guidais pour qu'ils soient successful. Je trouve pas le mot en français. Je- Ouais, en réussite, je sais pas, on va garder successful, c'est très bien. Et du coup, la première partie de ma question, j'avoue que je t'ai posé 2 questions en une tout à l'heure, rien ne m'a plu. La première question, c'était sur, le fait de, leader une équipe qui est à différents endroits. Oui. Alors, tu vois, étonnamment, moi, ça m'a absolument pas posé bah, j'ai eu aucun problème de gestion, de management d'équipe. Ce qui a toujours été important, et d'ailleurs, c'est marrant, j'ai fait un podcast à ce sujet sur le management multiculturel. Euh, donc, comme je te l'ai dit, il y a des profils brits, français et égyptiens. Donc, trois qui peuvent être, je dirais pas tout à fait opposés, mais trois façons de faire, trois cultures différentes. Donc c'est simplement ces choses-là que moi j'ai pris en considération pour le management, qu'ils aient été assis à côté de moi ou bon là en l'occurrence ils étaient à l'étranger. Moi ça ne m'a pas du tout, ça n'a pas empiété en tout cas sur ma façon de les manager. Les outils que j'avais, ben, c'est très simple, c'était de faire des réunions assez régulières tous les lundis matins avec toutes les équipes européennes, une revue sur le business, savoir où on allait en tant qu'équipe européenne. Ensuite, on avait une autre réunion d'équipe le mercredi pour le milieu de semaine pour qu'ils se rappellent que je suis toujours là. Et on a aussi, ça c'était notre équipe restreinte à nous uniquement et à notre département international. Et une autre réunion dans la semaine qui était une réunion individuelle avec chacun des membres de mon équipe. Donc en fait, avoir une communication rapprochée et rappeler toutes les semaines les ambitions, que ce soit de toute cette équipe, on va dire un département européen, c'est pas un département, je sais pas comment le décrire, mais bon voilà. Ensuite, resserrer à notre département à nous, qui on est, vers quoi on tend, quelles sont les priorités en tout cas pour la semaine, et l'entretien individuel. Et toi, en fait, dans ton business, t'en es où? C'était tellement rapproché que c'était impossible pour moi de ne pas saisir certaines. Ça m'est arrivé une fois que un de mes employés flanche un peu sur son activité commerciale, enfin moins de motivation. Je me suis dit mince, je m'en suis aperçue du coup avec l'activité commerciale qui avait baissé. Et voilà, j'ai pu rattraper la personne au vol assez facilement puisque voilà, ces occasions de discuter étaient très répétées et il suffit de trouver les clés pour bien communiquer avec chacune des personnes Ouais. pour les motiver comme il faut. Ouais. Et justement, moi, ça me questionne, c'est un thème, qu'on n'a pas beaucoup abordé dans le podcast encore, ces moments de one to one. Je sais que ça peut être challengeant. Je sais à quel point aussi c'est des moments qui sont très importants, et parce que c'est des moments privilégiés, qui sont quand même, voilà, même s'ils sont là toutes les semaines, ils sont, voilà, ils sont efficaces. Donc, on peut pas parler de tous les sujets, de tout ce qu'on pourrait mettre sur la table. Donc, ils sont quand même, importants. Comment est-ce que toi tu les gérais dans ton quotidien, ces one-to-one, et qu'est-ce que tu attendais de ces one-to-one après? Il faut savoir que j'avais la chance d'avoir une équipe assez restreinte hein, avec quatre personnes. C'était quelque chose qui était assez gérable, donc toujours très disponible sur la messagerie instantanée. Dès qu'il y a une question, je pouvais répondre ou je répondais en tout cas dans la demi-journée. Je faisais des coups de fil assez réguliers pour voilà, des personnes potentiellement qui veulent me partager d'autres choses que du business ou alors des sujets qui les embêtent et qui les tracassent tout de suite. Ils ont pris le réflexe de me contacter pour qu'on puisse régler la situation et pas qu'elle s'empire. Et pendant ces one-to-one, du coup, j'y viens. C'est des moments vraiment dédiés au business. Euh, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Où est-ce qu'on a envie d'aller demain?
comment moi je peux, à mon niveau, aider, assister. C'était toujours segmenté de la même manière. Il y avait trois grands points, dans ces réunions. Hem et donc du coup, c'était assez officiel. Il y avait un email qui suivait avec, voilà ce dont on a discuté, voilà où tu en es, voilà où tu peux, peut-être, enfin voilà les points d'amélioration, les nouveaux sujets à ne pas louper, ne pas oublier et puis si je devais offrir mon support sur certains sujets, ça pouvait être des formations, ça peut être un accompagnement en interne pour, lancer, un nouveau projet ou un besoin de ressources. Eh bien, je pouvais suivre, aussi de mon côté grâce à ces emails. Donc du coup, tout était documenté et c'était vraiment le one-one, c'était le point officiel, on va dire. Et l'officieux, c'était, toute la semaine, voilà. Le chat instantané. Ouais. Après, avoir une équipe à l'étranger, c'est vrai il faut savoir se rendre, disponible et franchement, enfin, je peux le dire, ça se fait. J'ai une vie de famille, il fallait que je parte à 18h-18h30 pour aller chercher ma fille donc je veux dire, j'étais pas, on peut toujours trouver le temps et en fait, plus on est disponible et moins il y aura de sujets, moins ils seront gros à traiter aussi donc voilà, faut prendre du temps pour son équipe. Pour moi, j'étais là vraiment, en support et je leur disais, «De quoi tu as besoin? Comment je fais pour t'aider et comment on fait pour aller, plus loin ensemble?» Même si j'avais d'autres activités à côté pour aller chercher plus de business. Voilà, il faut savoir prioriser et ouais, c'est comme ça en tout cas que j'ai réussi à manager mon équipe à l'étranger. Et justement, ça me questionne sur une partie que, je pense, beaucoup de gens se questionnent, notamment les personnes qui veulent peut-être, prendre des postes, avec plus de responsabilités, mais qui ont peur ou comme tu l'as dit au début, c'est pour ça que j'en parle maintenant, qui ont déjà un poste et qui veulent prendre une autre responsabilité, mais qui savent pas trop si ça va pouvoir, rentrer en fait dans le temps imparti. Je dis ça tout en sachant que je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut faire sans vraiment s'en rendre compte si ça nous plaît et si on est drivé par quelque chose. Mais comment est-ce que toi, tu trouvais cet équilibre un peu entre aller chercher de la performance, aller chercher toujours des nouveaux marchés peut-être, j'en sais rien, et en même temps m'assurer que l'équipe va bien et que pour aller chercher cette performance, je sais que tout le monde est bien au clair. Comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, le but c'est pas de faire beaucoup plus d'heures que ce que tu fais, mais comment est-ce que tu trouves cet équilibre justement? Je pense qu'il y a il y a des il y a des objectifs. Enfin, cette fameuse, vision, que j'avais, de le succès, comment je l'imagine dans mon idéal, voilà où on sera dans, 1 an et ça, c'est la grande ligne directrice. Ensuite, il y a des objectifs un peu plus petits, je dirais, on va les dire, moyen terme et puis il y a les objectifs court terme. Je pense que moi c'est comme ça, il faut que je m'organise de cette manière-là en me disant: «OK, voilà où j'en suis», parce qu'on a toujours des choses à faire, on le sait au travail, que ce soit, voilà, répondre à, la personne de la finance qui t'a envoyé un mail il y a une semaine, qui attend une réponse pour ton client ou j'en sais rien et je dis pas que je suis en train de déprioriser, mais c'est simplement que, OK, je sais que ça peut attendre, il va falloir prioriser parce qu'en fait, il faut que je parte chercher ma fille et j'ai pas le choix, en fait et d'ailleurs, quand ma fille est là, ce n'est pas possible, je ne peux pas travailler. J'ai essayé, ça marche pas. Donc en fait, on sait qu'il va falloir se dire: «OK, il est là mon grand objectif, il est là. Où j'en suis? Qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir l'atteindre?» Et une fois si j'atteins celui-ci, déjà je suis sur le bon chemin pour arriver vers la fameuse vision idéale que j'avais, du département. Hem, donc c'est la priorisation. Je sais que tout le monde en parle et tout le monde le dit, mais c'est aussi simple, que ça. C'est facile en fait, je trouve de et ça m'est arrivé, donc c'est pour ça que je le partage. C'est facile de se retrouver noyé, dans son travail, D'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est qu'avant avant ce congé maternité, je me retrouvais souvent, je voulais finir ma journée. C'est-à-dire que je voulais avoir répondu à tous mes emails, heu, n'importe quoi. Enfin, quand on y pense, c'est très bien, mais bon, enfin, Belle intention. voilà.
J'espère que Dailymotion me remercie pour ça. Donc je finissais tard. Souvent, je faisais partie des dernières à partir parce que je voulais démarrer une nouvelle journée et toujours être à fond, à 100% et connaître les sujets sur le bout des doigts et avoir répondu à tout le monde. Bon, euh, depuis que je suis maman, j'ai appris vraiment ouais, à prioriser. Et ça veut pas dire que je vais délaisser des choses, mais il faut traiter des sujets en priorité et en laisser d'autres pour le lendemain. C'est intéressant, je pense, ce point-là. La notion de priorité, enfin, prioriser, c'est important, mais il y a aussi la notion de quelles sont mes limites. Donc là, tu vois, tu nous partages que finalement, ta limite, c'était il faut que mon mail, faut que ma boîte mail soit vide. Mais finalement, la limite, c'est un peu chacun place la limite où il pense que c'est le mieux. Alors bien évidemment, après tout peut s'expliquer de manière psychologique. Peut-être que justement tu voulais tout finir pour t'assurer de X ou Y le lendemain, mais la notion de où est-ce que je place mes limites qui change quand tu deviens maman ou même il y a plein d'autres transitions de vie ou moments de vie qui font que tu changes aussi tes limites. Comment est-ce que toi, dans ton quotidien et dans ton évolution, tu t'es placé ces limites-là à la suite. Donc peut-être après que tu sois maman, peut-être aussi en ayant ensuite ces deux casquettes. Comment j'ai défini mes limites, c'est ça? Oui, Euh, redéfinis même, puisque ouais, du coup, oui, oui. elles Bah, sont en déjà fait, là, mais... j'ai l'impression que j'en avais pas forcément avant. Donc, du coup, je m'en suis mis. Je m'en suis mis et ça fait du bien. Donc, franchement, ça fait énormément de bien de se dire que on a une raison de fermer. Enfin, c'est pas que j'en avais pas avant, c'est juste que c'était moi qui devais prendre la décision de fermer mon ordinateur en me disant c'est bon, Hmm. tu vas essayer de travailler. Or, maintenant, j'ai ma vie de famille qui m'oblige à fermer cet ordinateur. Parce qu'en fait, si personne va chercher ma fille à la crèche, ben, elle est toute seule. Je peux pas rentrer à la maison. Donc, c'est très embêtant. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'étais heureuse de pouvoir dire un jour à mon boss, qui accessoirement habite à New York, donc du coup gros décalage horaire, donc ça résulte en des rendez-vous, des réunions tard le soir. Il m'a simplement demandé, ok, est-ce que tu peux faire là à 18h, 18h30 ou 19h? Et en fait, c'était assez simple pour moi de répondre, bah non, parce que j'avais une vraie raison derrière et la limite, elle était là. En fait, je ne peux vraiment pas. Enfin, c'est physiquement, je ne peux pas. Et, euh, et en fait, c'était aussi simple que ça, de dire non pour trouver un arrangement et pour que je puisse effectuer mon travail dans le temps imparti et qu'on trouve des solutions avec mon boss parce que lui pouvait faire un petit peu plus tôt et moi aussi un peu plus tôt pour pouvoir aller chercher ma fille derrière. Donc en fait, ce que en fait, je suis un peu déçue de me rendre compte qu'il a fallu cet événement de vie là pour que j'arrive à me poser des limites. Parce qu'avant, j'en posais pas vraiment. La seule que j'avais, c'était. Mais peut-être que ça vient d'un toc, hein, parce que là, je voulais vraiment que ma boîte mail soit vide et tant que l'email n'était pas traité, il n'était pas enlevé. Et je devais avoir des tocs à ce moment-là. Euh, donc voilà en tout cas comment je l'ai fixé. Il y a aussi, et je pense que d'année en année, à travers mon évolution professionnelle, je me rends compte que on prend beaucoup plus en considération la vie perso. Euh, et c'est un mouvement sociétal, selon moi. Je fais partie de cette génération. Je suis née un peu avant les années 90. Et c'est vrai qu'en tout cas, mon entourage et mes amis et les gens de ma génération, on me partage, donc je suis pas la seule dans dans ce mouvement. On m'a toujours dit, bah oui, nous, on allait au travail tête baissée et on cravachait pour montrer à notre boss que on était, enfin, on méritait le travail qu'on nous donnait en fait. Et je trouve que là, il y a un shift qui est hyper intéressant et clairement, voilà, pour la santé mentale, c'est aussi pour ça qu'on en parle beaucoup plus de nos jours.
de rééquilibrer un petit peu tout ça, la vie professionnelle, la vie personnelle. Et donc du coup, voilà, moi j'ai d'autres limites qui sont personnellement, j'ai envie de m'accorder du temps pour aller faire du sport le midi. Ça paraît pas waouh aujourd'hui, mais avant je me l'autorisais pas parce que je me prenais 1 heure, des fois moins, pour manger à mon bureau devant mon ordi, surtout pour bien vider cette boîte mail. À s'assurer qu'il y ait plus d'emails du tout. Ouais. Ça me questionne moi justement sur, justement cette limite, c'est, voilà ce changement en fait dans ton monde professionnel finalement, hein, parce que se rajouter des limites, ça te change, finalement ton monde complet, ça te force à dire non, ça te force à modifier, voilà ton calendrier et cetera. Et quel a été l'impact que ça a eu, sur ta posture de leader, sur ton leadership, sur ta manière de leader peut-être? Hem, je pense que j'ai incorporé un autre aspect dans mon management qui était, mais du coup c'était je pense que c'est arrivé, à point nommé. J'ai incorporé la vie personnelle entre guillemets en gros guillemets, hein, parce que je ne veux pas m'immiscer dans la vie intime des gens, que je manage, c'est pas du tout l'idée. Par contre, hem, c'est important de la prendre, en considération puisque j'avais pas du tout envie que mon équipe se retrouve, un jour coincée, parce que je leur demandais, un rendez-vous, en particulier et qu'ils se sentent obligés de me dire oui et du coup, au moment du rendez-vous, ils ne soient pas, tu vois, dans les meilleures conditions pour le faire avec moi, parce que telle ou telle chose. Et donc pour moi, c'était important de m'assurer et d'ailleurs ces one-one qui sont, soi-disant, officiels, c'était aussi une manière pour moi, de faire un petit check «perso» entre guillemets. Comment ça va? En gros, quel est ton environnement de travail aujourd'hui et ton état d'esprit et est-ce qu'il y a des choses qui impactent, ton quotidien? Puisque je suis pas avec eux, j'ai besoin d'en savoir un petit peu plus pour m'assurer que voilà, c'était soit pour adapter, le travail à des moments de vie. Il y a des personnes de mon équipe qui ont vécu des moments, très compliqués. On peut pas leur demander d'être à 2000 et il faut voilà, enfin, je c'est peut-être ça dépend en fait du management qu'on a envie de donner. Moi, c'est important d'avoir quelqu'un qui soit toujours engagé, même pendant 1 mois, allez, on va dire à 50-60 mais de la garder, fidèle, au poste pour qu'elle se remette à 100 le mois d'après. Je préfère avoir une petite période creuse que de perdre complètement la personne parce que j'ai pas su saisir ces petits signaux. Dans ce que tu partages, il y a un point aussi, tu as dit tout à l'heure, je veux pas connaître la vie intime et cetera. Il y a un point très intéressant sur ça, c'est que, heu, en tant que leader, il y a cette idée de quelle est la frontière entre, ce sur quoi je peux discuter, tu vois? Sur quelle thématique est-ce que je peux parler et sur quelle thématique c'est trop perso et cetera. Est-ce que tu as réussi toi avec ton expérience à savoir un petit peu où est le bon ratio, le bon, tu sais, le bon baromètre de savoir comment est-ce que tu ne peux ne pas aller trop loin dans le perso, mais parce qu'en même temps, on a besoin de parler du perso aussi. J'imagine encore plus quand tu es à distance parce que tu les vois pas, parce que tu vois pas son visage, tu vois pas son body language qui va te dire qu'il va pas, qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, ou le midi, je sais pas moi, telle ou telle personne qui finalement se parle plus. Bon, bah il y a peut-être eu un conflit ou quoi. Ce genre de choses, tu les verras pas puisque du coup tu es à distance. Donc, tu vois, est-ce que tu as réussi à avoir voilà, une autre manière de savoir comment déjà apporter ces thématiques personnelles et ensuite, ben, comment les voir, les ressentir, je sais pas. Alors c'est pas moi du tout qui vais définir la limite, parce que sinon, ça voudrait dire que j'impose quelque chose ou une façon de faire, à quelqu'un qui a peut-être une autre façon de faire et j'ai été très, très, attentive à ça, parce que j'ai managé différentes cultures et donc il y avait beaucoup de choses qui pouvaient rentrer en compte, hein, que ce soit de la religion ou juste des pratiques culturelles qui étaient complètement différentes des miennes. J'ai de la chance d'avoir un parcours international qui m'a permis d'être,
un peu plus ouverte d'esprit et beaucoup plus tolérante face à des choses que je maîtrise pas et que je comprends pas. Donc, pour moi, c'est important d'avoir ça en tête. Et donc, quand je te dis que c'est pas moi qui définis la limite, il suffit d'être, honnête et d'exprimer et simplement, c'est pas que je déployais toutes mes cartes pour leur montrer comment j'allais les manager, c'était simplement: «Voilà la façon dont moi j'aimerais te manager et pour que je puisse le faire efficacement, j'ai besoin d'avoir certaines informations, faut que je connaisse un petit peu, où tu en es dans ta vie, sans qu'ils me partagent, des détails, j'ai managé des personnes qui m'ont rien dit de leur intimité et d'autres personnes qui en ont beaucoup étalé et et moi je suis là pour écouter, je suis là pour entendre, ce qu'ils ont envie de me partager pour que je comprenne mieux. Le jour où, quelqu'un qui n'est pas comme ça et qui n'a pas envie de trop en discuter, si je vois et là ça rejoint ta deuxième question. C'est facile, enfin entre guillemets «facile», l'activité commerciale, on peut la traquer et c'est vrai que si on voit une baisse de l'activité, une baisse du chiffre d'affaires, ben, en fait, là, tout de suite, il y a des petits red flags. Moi, j'ai mis en place des dashboards pour pouvoir suivre l'activité. Je pouvais la regarder tous les jours, hein. Donc du coup, dès qu'il y a une baisse, je peux savoir aussi s'il y a une baisse sur la journée ou dans l'heure. Enfin, ça devait être, c'est pas du tout du micromanagement. C'était, simplement pour m'assurer que je puisse reporter des chiffres au management. Et bon, bref. Et donc du coup, quand on voit cette activité diminuer et que la personne veut rien me partager, j'aurais organisé, une session, dédiée, j'appelais ça un cyber coffee. On se prend un café et puis on discute et je lui partage, moi, mes inquiétudes ou mon incompréhension. Voilà, je trouve que ton activité a baissé. J'ai juste un petit peu de mal à comprendre. Est-ce que c'est parce que tu as trop de ta charge de travail est trop importante? Il y a peut-être des choses que j'ai pas vues et là, la personne pourrait très bien me dire que, ça, c'est parce que personnellement, voilà où j'en suis et du coup, il y a des choses et j'ai pas envie de te les partager, mais il y a des choses qui m'impactent. OK, il y a des choses qui t'impactent. Comment je peux t'aider pour organiser ton temps autour de ça? Ou est-ce qu'on peut pas, tu vas trouver des solutions ensemble pour que l'activité de Dailymotion ne soit pas impactée? Je prends l'exemple de Dailymotion parce que c'est là où j'ai eu le plus d'expérience de management. Euh, mais voilà, mais c'est vraiment, c'est la personne en face. Moi, tout ce que je fais, c'est poser des questions et expliquer mon «agenda» entre guillemets, voilà pourquoi je te pose la question. Je te demande pas de me donner ta vie intime, mais par contre, j'ai besoin de savoir comment je fais pour, rétablir un peu la situation, côté business. Ouais, c'est hyper intéressant. Merci pour ce partage. J'avais noté tout à l'heure, tu en as parlé quand tu as parlé de l'association The Women in Programmatic Network. Tu as parlé de la prise de parole, à quel point c'était quelque chose d'important et que ça avait vraiment aidé une des femmes de l'association. Comment est-ce que toi, ça t'a aidé dans ton cursus ou dans ta carrière? Hem, eh bien, ça m'aide encore, je pense. Aujourd'hui, j'ai pu, construire un réseau, de femmes dans notre industrie. J'en tire énormément de bénéfices parce que jusqu'à maintenant, je le disais, j'ai un parcours international. Moi, j'ai jamais travaillé, je peux pas dire que j'ai travaillé en France, même si je travaille en France, j'ai toujours eu des partenaires et des clients à l'étranger. Jamais à Paris, sauf quand, j'ai voulu, m'adresser à des marques, internationales, basées à Paris. Mais, la plupart du temps, ce sont des contacts d'ailleurs internationaux, des étrangers avec qui j'étais en contact à Paris. Donc, moi, c'est là où je vais en tirer du bénéfice, on va dire, professionnel, puisque du coup, j'étends, mon réseau à un réseau, français que je n'avais pas, jusque-là. En plus de ça, il y a quelque chose qui me touche énormément dans cette, communauté, c'est que, je sais pas si c'est l'âge, parce que, bah, je commence à prendre de l'âge, j'ai quasiment révélé mon âge tout à l'heure. Mais, c'est on a réussi à construire une communauté, et je vais redire ce mot,
bienveillante et je sais pas. En fait, c'est comme si on se retrouvait en bande de copines qui s'entraident vraiment, qui s'applaudissent quand elles font quelque chose, tu vois, quand elles prennent la parole. Moi, je suis vraiment heureuse pour des filles de notre industrie parce que je sais pas, j'ai l'impression d'avoir créé en tout cas un grand réseau de gens qui se respectent et qui ont vraiment envie du succès des unes et des autres. Et ça fait du bien en fait. J'ai l'impression de me retrouver vachement plus à ma place maintenant et un peu plus sereine en fait. Quand j'étais il y a quelques années, je l'ai partagé quand je voulais absolument aller plus vite, plus haut, avoir un salaire, machin. Je le faisais avec beaucoup de stress, enfin, pas une boule au ventre, mais je savais qu'il fallait que je me batte. Et là, j'ai l'impression que je peux juste m'appuyer sur ces gens-là. Et c'est hyper, ça soulage en fait. Du coup, ça m'a apporté énormément de sérénité sur le futur. Ok. Ça permet de faire le lien avec ta définition tout à l'heure du leadership autour de l'altruisme, l'idée de communauté et l'idée de lien en fait qui a été finalement tout au long de ce que tu nous as partagé. On termine le podcast, j'aimerais pouvoir parler avec toi encore des heures, c'est passionnant, merci d'être aussi ouverte et de nous partager tous tes tips. La première question pour terminer, c'est quel est le pire conseil qu'on ne t'ait jamais donné, Anne-Claire? Un conseil que j'ai pas suivi du coup. On m'a dit le fais pas d'ouvrir parce que du coup en ouvrant ce département international, on m'a dit le fais pas, ouvre pas de l'Angleterre, c'est trop compliqué, Londres, c'est trop compliqué, le fais pas. Ça, c'était le pire conseil, je pense. Et la personne qui l'a dit a dû se rendre compte que c'était le pire conseil par la suite. J'espère qu'il m'entend. J'adore. Et quel est le meilleur conseil qu'on ne t'ait jamais donné du coup, Anne-Claire? Et ça s'applique vraiment dans beaucoup de choses. C'était vas-y, on teste. Toujours cette envie de nouvelles choses pour moi. J'aime bien. Allez, on y va. Donc, c'est pas des conseils très précis, mais c'est plutôt des attitudes. Des principes de vie. Ouais, c'est ça. Allez, on teste. Bah, merci beaucoup, merci infiniment pour tous tes partages. C'était vraiment passionnant. Et merci à toi, Margot Ilona. C'était très sympa. Avec plaisir. Écoute, je suis très heureuse d'avoir eu tout ton partage, tous ces parcours. Je sais que tu vas en inspirer énormément. En tout cas, pour les personnes qui nous écoutent, on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Merci encore infiniment, Anne-Claire. Merci, Margot Ilona. À bientôt. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Désormais, à ton tour, quel est l'enseignement que tu en tires? Avec quoi repars-tu de cet épisode? Prends le temps de te questionner et d'incarner ce que tu as appris, de tester certaines choses et de te challenger au quotidien. Partage également tes réflexions sur les réseaux sociaux avec le hashtag #BeyondTheWall. Tu peux également me taguer directement. Maintenant, n'hésite pas à t'abonner et à partager ce podcast avec des personnes de ton entourage que ça pourrait challenger, impacter. Et bien évidemment, écris-moi tes propositions de suggestions d'invités. Ensemble, faisons entendre la voix des femmes qui transforment le monde professionnel pour les futures générations de leaders. Alors à très bientôt pour le prochain épisode.